Coucou, c'est Agathe. Allez, j'ai retrouvé quelques textes qui traitent. Alors ils sont vieux, hein, j'ai pas toutes les pages, mais avec grand bonheur, en fouillant un petit peu, en retrouvant cette caisse et en fouillant un petit peu au fond de la caisse, je vais réussir à toutes les rassembler, ces textes-là. Et j'ai envie de lire avec vous, alors je ne sais pas de qui c'est, je suis vraiment désolée, quelque chose qui parle très bien des superstitions, des traditions, au niveau des arts divinatoires, ce que l'on mélange aussi avec la magie, avec la vibration, avec tout ce qui est un petit peu mystérieux et qui étonne tout le monde. Toutes les capacités, tous les pouvoirs que l'on peut donner à un objet, la force que l'on a en nous de croire en des choses ou pas. Donc j'ai envie de faire ce premier podcast en partageant avec vous. Alors on écoute en musique de fond une musique à 432 Hz et j'utilise un matériel qui me permet euh, de vous détendre au niveau du son. Euh, donc vous entendrez de temps en temps ma voix aussi bien à droite qu'à gauche et pendant que je lis ces petits textes. Donc aujourd'hui on va parler pour ce podcast. Oh, je devais avoir peut-être 10 ou 13 ans, je ne sais plus, quand on m'a remis déjà ce texte-là, et ce texte m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était un âge où j'étais consciente que j'avais des informations que d'autres n'avaient pas, hein. Euh, je faisais peur à mes amis, je faisais peur à certains adultes alors que je ne faisais rien de mal, hein. Pour moi, c'était normal de donner des informations que j'avais. Et j'ai déstabilisé, peut-être pas peur, mais j'ai déstabilisé certaines personnes et ça m'a coûté cher. Ça m'a forcé à me replier parce que j'avais peur de gêner ces gens. J'étais pas grande, hein, j'étais pas assez mature pour comprendre que des fois il faut tenir sa langue et qu'il ne faut pas tout dire quand on pressent des choses. Et ça m'a valu d'être beaucoup isolée, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'aime autant la solitude. J'aime autant me retrouver aussi dans cette solitude et je me plonge dans des lectures à chaque fois. Et donc là, j'ai ce plaisir, voilà, de partager avec vous quelques textes. Et ce texte-là m'a fait comprendre justement dans ce jeune âge que je n'étais pas la seule à me poser ce genre de questions dans ce monde mystérieux, dans ce monde subtil, invisible. Allez, c'est parti les amis, j'arrête de vous embêter avec ça. Je vais peut-être baisser un petit peu le son de la musique pour que vous puissiez mieux entendre les mots de cette lecture. Donc, ça s'appelle superstition ou réalité. Alors, pendant que je vais faire la lecture, ne m'en veuillez pas, mais comme c'est des très très vieux textes, que c'est abîmé, qu'il m'en manque certains, je complète aussi ces textes et j'interviens dans les textes pour le mettre aussi au goût du jour, parce qu'à l'époque où il y avait ces textes, quand ils sont sortis, il n'y avait pas les téléphones mobiles, il n'y avait pas tout un tas de choses, donc je vais de temps en temps rajouter des phrases à moi, des mots à moi. Allez, c'est parti. Superstition ou réalité? Du passé divinatoire humain, que reste-t-il aujourd'hui? Des souvenirs d'enfance, où se mêlent sorcières édentées et ricanantes, mages au nez crochu et chapeau pointu, boules de cristal scintillantes, image d'Épinal d'ailleurs, ou de Disneyland de nos lectures enchantées d'alors, ou de films de Disneyland avec les belles sorcières et la magie, hein, que l'on rencontre dans les films de Disney. Demeure aussi dans les esprits ce que l'on a appelé la superstition. Aussi vaste domaine que soit-il, on y englobe aussi bien les notions pré-chrétiennes de nature magique ou démoniaque d'ailleurs, qui font toujours partie du domaine de la foi populaire, ainsi que les recettes paysannes plus ou moins fondées sur l'observation exacte de la nature, ou créées par des angoisses intérieures multipliées par l'étrangeté du monde ou des mondes environnants. La peur des forces de la nuit, la puissance des gestes
conjuratoires ou des paroles levant le sort, la croyance généralisée au mauvais œil et aux amulettes, mais aussi la dévotion envers les reliques, sont des superstitions que l'on retrouve dans toutes nos régions, d'ici ou d'ailleurs, même au-delà de nos régions, dans tous les pays, je dirais. Se rattache aussi à ce domaine le respect des lieux sacrés, des lieux antiques, les antiques sanctuaires, bâtis par l'homme, lieux baignés de force tellurique, ou empreints de la puissance du souvenir que l'on rappelle à un fait que l'on rappelle à un fait miraculeux, notamment les pierres levées en Bretagne, les menhirs, ou tout simplement la chapelle Notre-Dame de Lourdes, où les humains ont levé, ont mis des pierres ou ont levé des édifices parce qu'il s'est passé des faits miraculeux, donc en rendant grâce, ils ont levé des édifices. Ce sont des lieux marqués de magie diffuse dans tous les tréfonds des bois, au sommet des buttes ou au croisement des chemins. Voyez-vous, quand on roule, notamment en France, on en a vu, alors j'en ai vu beaucoup en centre de la France, on a vu aussi en Bretagne, dans la région nord aussi en France, dans le sud de la France, un peu partout en fait. On le voit, à la croisée des chemins, il y a une croix où il y a une fontaine avec une relique religieuse, du moins une statue religieuse, il y a un petit sanctuaire. On le voit souvent en bord de route, en croisement de route, une petite chapelle avec une vierge ou tout simplement une croix. Donc vous voyez, ça se maintient et ça reste en place, c'est assez sympa. Définir la superstition, c'est quand même un mot valise, c'est presque impossible. Dire qu'elle est faite de résidus et de projections psychiques s'avère trop sommaire. Car finalement, que savons-nous de l'antique connaissance fondée sur l'instinct, l'intuition, la vie en contact constant avec les éléments imprévisibles de la nature ? Nous retrouvons aujourd'hui la puissance des plantes qui peuvent guérir, reposer, exciter, énerver, faire oublier parfois, même faire beaucoup rire, et même brancher sur ce que les sorciers Yaqui dont Juan sur ce que le sorcier Yaqui dont Juan appelle les états de réalité non ordinaires, on peut appeler ça les états modifiés de conscience aussi quand on prend ces petites plantes-là, qui ne sont qu'une façon de percevoir une réalité sous un jour nouveau, plus vaste ou moins. Pourtant, il y a peu de temps encore, la potion magique était du mythe. Et les rebouteux, qui nous réduisaient une fracture plus vite que n'importe quel médecin diplômé disposant d'un hôpital où la technique glacée est reine, les guérisseurs qui, d'un signe de croix, en marmonnant une formule léguée par l'aïeul, vous font tomber une verrue, vous coupent le feu, ou disparaître votre eczéma, ou votre phlegmon en quelques jours, quelques semaines. Que peut-on dire aussi des thérapeutes aux mains miracles qui savent guérir par des effleurements, des attouchements ou se rapprochant d'une zone, d'un corps, et qui, simplement, en faisant ce geste, rééquilibrent le magnétisme vital, le souffle vital, l'énergie vitale. Tous ces gens qui existent, qui exercent et soignent souvent ce que l'on appelle l'incurable, qui sont souvent aussi attaqués en justice ou traités de charlatans, même s'il y en a, sont quand même bien généralement, fort heureusement, acquittés devant la multiplicité des preuves, des résultats notamment. Mais est-ce qu'ils font aussi partie de la superstition ? Et où ranger les innombrables souvenirs de guerre qui narrent les états de clairvoyance amenés par la peur et l'environnement cauchemardesque ? Les prémonitions d'une mort, les préconitions d'une disparition, d'un danger. Dans chaque famille, on en trouve des exemples.
Je suis sûre que tu en as en tête, que tu connais quelqu'un comme ça. Ce terme, ne recouvrirait-il pas deux choses distinctes? D'un côté, le geste ou la notion venue du fond des âges est respectée sans savoir pourquoi, par habitude, peut-être la crainte, ou quelque chose de très enraciné et que l'on reproduit machinalement, quelque chose qui est peut-être enraciné dans les gènes, dans l'éducation familiale, et de l'autre, un savoir certain que la raison résonante et la civilisation matérielle ont voulu reléguer dans l'oubli, car ils n'entraient pas dans leurs normes de jugement et d'action. Un savoir méconnu qui tirerait sa puissance d'une connaissance intime et inconsciente de la nature et de ses rêves. Couper les arbres qui entourent une source, celle-ci tarie, reste le souvenir. Ah, jadis, là, une source. Comme par hasard, c'est dans les vieilles villes que la superstition traditionnelle disparaît. Ne disparaît pas, pardon. C'est dans les vieilles villes que les superstitions traditionnelles ne disparaissent pas. Par contre, dans les grandes villes, elle disparaît de façon radicale. C'est là aussi que se trouve l'être en miettes brisé par la précipitation, le bruit. On est dépersonnalisé par des buts ambitieux que l'on fait miroiter. On se rend malade nerveusement et psychiquement par une agitation où on ne se retrouve plus. On est rongé physiquement par des nuisances. Aussi, la superstition revient-elle au galop sous forme de sectes aux rites étranges et sécurisants. Et devient-elle omniprésente dans la presse et autres médias? Les vieilles croyances se teintent de couleurs frelatées que leur donnent les marchands de bonheur et d'illusions. Mythe ou illusion, la superstition? Revenons-y. D'abord, toutes celles qui courent encore dans les esprits. Passer sous une échelle porte malheur. L'ail éloigne les mauvais esprits. L'araignée du matin, araignée du soir, vous le connaissez, araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir. Une étoile filante, faire un vœu, vite fait, sans y penser. Machinalement, combien de fois vous l'avez fait? Même ceux qui n'y croient pas, même ceux qui sont très cartésiens, ont tendance à faire un vœu quand ils voient une étoile filante. La nuit, un chien qui hurle, c'est un signe de mort, ou la naissance dans le voisinage. Toucher la bosse d'un bossu porterait chance. Embrasser le crâne d'un chauve également, souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde. Ah oui, quand Zidane embrassait le crâne, ça portait chance, et la preuve. Toucher du bois après avoir formulé à haute voix un vœu éloigne le mauvais sort. Je casse un miroir, on me dit que c'est 7 ans de malheur, sauf si je le jette dans l'eau courante. Je plante un arbre à la naissance d'un enfant, cela lui portera chance à vie. Mes oreilles sifflent. Quelque part, on médirait de moi. Du sel se renverse, on dit que c'est la querelle. Combien de fois avez-vous jeté votre sel par-dessus votre épaule pour conjurer le sort? C'est traditionnel. Jeter du riz sur des mariés les rend féconds. Déposer une pierre sur une tombe donne du bonheur. Comme le fait d'avoir un fer à cheval amène la chance. Au-dessus de sa porte, tournée vers le ciel. Une médaille de Saint Christophe portant l'enfant Jésus apposé sur le tableau de bord de la voiture éloigne les accidents. Une croix ou la Sainte Vierge au cou, mais sous la protection divine. On est très à table, mon Dieu, c'est l'angoisse. On découvre un trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, machinalement, je vous garantis, les amis, hein, je vais jouer un loto. Hein. On dit qu'il attire la chance, que ça porte chance. Puis viennent d'autres réminiscences encore. Formule magique qui se retrouve d'abord dans la bénédiction ou la profondeur de la concentration chez celui qui bénit, comme autant que la formule qui envoie un influx bénéfique sur quelqu'un de cher, mais aussi dans la malédiction qui influe avec un influx maléfique projeté sur autrui. N'oublions pas, par la conjuration d'un événement, l'imprécation qui libère la tension intérieure, et bien sûr l'évocation de l'absent, du disparu ou du diable, et l'exorcisme, arrêtant l'œuvre des forces du mal qui possèdent un être. Aucune explication rationnelle à tout cela, mais au contraire la nécessité de s'abonner, afin de projeter le plus fortement possible, en une sorte de transe, sa haine ou ses bonnes intentions ou ses désirs non encore réalisés. Une vibration sonore chargée d'émotions intenses. Pour le reste, la foi soulève des montagnes, dit-on. Cela rejoint la croyance universelle en la sorcière ou aux chamans qui peuvent faire voyager leur âme, tandis que leur corps reste à la même place. Ainsi, essaie-t-on de projeter son double, désirant dans l'espace-temps, c'est-à-dire l'astral, afin que l'opération voulue se déclenche à l'instant suivant les lois qui recoupent celles régissant le hasard et le destin. Car il s'agit bien de cela, essayer d'une manière ou d'une autre de conjurer le sort commun, de dépasser le libre arbitre qu'on essaie de faire jouer dans la magie divinatoire, afin de changer autant que possible, ou du moins de connaître un instant le déterminisme qui nous est échu et nous guide, pour le meilleur et pour le pire. Les présages et formules magiques qui sont comme des bornes sur le chemin, bornes que l'on voit, bornes que l'on pose, regrets diffus d'un passé que l'on mythifie, peur sourde du futur inconnu. Avec les pressentiments et rêves prémonitoires, nous entrons dans un domaine plus subtil, que la science tout de même commence à explorer. On sait aujourd'hui que la télépathie existe. Les perceptions extrasensorielles ont été prouvées. L'être baigne dans une mer de vibrations invisibles. On ne cesse de le dire, on ne cesse de dire aux gens, c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Il ne perçoit que des apparences dont il ne sait si elles sont illusoires ou réelles. En tout cas, la prémonition, la précognition, qu'elle soit nocturne ou diurne, est un phénomène établi. On ne la considère pas, ou plus, comme de la superstition, car pour chacun, les exemples abondent. Cela passe par une multitude de degrés intermédiaires, depuis le pressentiment simple que quelque chose va arriver, que quelqu'un arrive, quelqu'un sans qu'on s'y attende débarque, ou on est averti d'un danger, d'un malheur, ou l'image, on a une image, on pense à ce quelqu'un et voilà. Jusqu'au pressentiment brutal de la mort d'un proche, l'intuition qui peut prendre bien des formes différentes. Ces états sont souvent fort diffus, l'appréhension, si ce n'est incompréhensible. Enfin, c'est des événements annonciateurs bizarres et troublants souvent. Nous aurons l'occasion de les étudier plus précisément au cours de ce livre. Alors les amis, si je retrouve toutes les pages. Mais ils font partie d'une frange de la réalité qui, elle est appréhendée aujourd'hui comme existante. Et c'est quand je lisais ça, quand j'étais petite, je me disais, ben voilà, je suis pas folle. On parle de choses qui existent en fait, ce n'est pas des choses imaginaires, même si on m'interdisait d'en parler. Et c'est ces phrases-là qui ont résonné en moi. Pour les matérialistes, alors on appelle les matérialistes les gens qui sont cartésiens, qui ne croient pas. Donc pour les matérialistes, la superstition se réduit à une aliénation.
les hommes projetant leur essence en un dieu ou en des puissances invisibles. Mais qu'est-ce que cette notion de Dieu ou de puissance, sinon l'inconnaissance qui se découvre d'instant en instant dans le quotidien, sinon le hasard, l'imprévu constant, le destin? L'inconnu qui régit nos actes, l'impossibilité de connaître et l'avenir de notre... l'impossibilité de connaître et l'avenir et notre origine, et le pourquoi de la création, de l'essence et du phénomène. Les arts divinatoires ont de tout temps cherché d'une manière ou d'une autre à comprendre un fragment de l'énigme. Les phénomènes cités, qu'ils soient dérisoires ou non, se rattachent à cette quête. Mais fait plus intéressant encore, on trouve sur toute la surface de notre planète des techniques de divination qui emploient des instruments pour recevoir, pour codifier, pour interpréter les visions, les pressentiments, les ressentis. En ce domaine, la mancie, alors la mancie, je fais une parenthèse, la mancie c'est la divination, donc la cartomancie c'est la divination par les cartes, la géomancie c'est la divination par la trace dans la terre, par les cailloux, les coquillages. La chiromancie c'est la divination des lignes de la main. Tout ce qui se termine par mancie, c'est de la divination, c'est de la précognition, c'est de là on annonce des événements. Donc en ce domaine, la mancie la plus répandue reste l'astrologie, qui prend comme essor le mouvement des astres qui influe sur notre destin. C'est vrai que tout le monde s'intéresse à l'astrologie. À côté de cet art, qui se veut science, une multitude de pratiques permettent de dévoiler peut-être le destin. Les cartes, d'oracle, de tarot, des symboles aussi précis comme les runes ou des baguettes d'Achillée, du yiking, des pièces de monnaie, des coquillages ou des cailloux jetés qui donnent des réponses par des figures qu'ils tracent ou qu'ils suscitent. Souvent vous me voyez en géomancie quand je vous fais une guidance en cabinet, une voyance. Vous me voyez jeter mes coris, mes coquillages et faire des traces et interpréter ces traces qui me donnent qui annoncent, qui me donnent des formes, des symboles particuliers, et j'annonce par ces formes ce qui y est inscrit. Mais on peut aussi entrevoir son devenir dans les destins du mar du café, d'une tasse bue, en ouvrant au hasard un livre sacré et en pointant spontanément l'index sur un passage, en structurant les lignes de ses mains aussi. On peut y lire l'avenir en interprétant les formes de l'écriture ou des taches d'encre. Pour ceux qui me connaissent, il y a de nombreuses années aussi, je faisais beaucoup de thèmes en utilisant l'encre et on appelle cela l'encromancie. On peut aussi noter ses rêves et user de clés, de songes, bien sûr. On peut sentir la vibration d'un nom et calculer l'équation de ses composants numériques, ou tout simplement tirer au sort. Enfin, la transe provoquée par la danse, le chant, la musique ou par des substances psychotropes, le message prophétique de celui qui, passé dans une réalité parallèle devient voyant. Tous ces états dits seconds permettent à quelques-uns d'élargir la vision commune et d'éclaircir de façon plus globale la trame des actions de ce monde, dévoiler l'histoire en mouvement. Ces pratiques divinatoires et l'état intérieur requis pour les employer font l'objet de la suite de cet ouvrage, de ce que je vais vous lire. Car le devin se retrouve en chacun de nous. Nous avons tous de l'intuition, nous avons tous des capacités et on ne cesse de le dire. Nous sommes beaucoup à vous le dire. L'acte divinatoire est un miroir. Le sujet y projette ses angoisses, fantasmes, espoirs et potentialités diverses. Le miroir lui renverra son image. La divination a fasciné l'humanité depuis ses origines, car elle se veut moment transcendant, l'espace-temps, l'astral, moment où l'être se regarde, se devine.
Voilà, il me paraissait important de vous partager ces petits écrits. Bon, je les ai un peu retouchés, j'avoue, pour les mettre au goût du jour, parce que les mots étaient vieux et pas toujours appropriés. Donc voilà mes amis, pour ce premier podcast, et je vous ferai un autre podcast où je vous lirai d'autres textes que j'ai par exemple écrits ou d'autres textes que j'ai lus et que j'ai réaménagés pour ma propre compréhension. J'espère que ça vous a plu sur les superstitions et les réalités, que ça vous fait vous poser des questions vous aussi, ou que vous avez aussi des certitudes, tout comme moi j'en ai eu vers l'âge de 10-11 ans quand je suis tombée sur ces mots qui ont fait écho en moi. Merci de m'avoir écouté tout jusque-là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, c'était Agathe Devry.